Charles Desbaillets. Je suis né le 17 septembre 1927, ce qui fait que j'ai 91 ans. J'ai 91 ans. Et puis j'ai toujours fait la campagne. Donc vous êtes né à Russin, d'une famille qui est à Russin depuis longtemps. Oui, on est là depuis à Russin. On est à Russin depuis 1690. Mais on était au Bayeux avant. On était notre famille est signalée en 1352 au Bayeux. Mhm. Et ils faisaient déjà de la viticulture. La viticulture, probablement, mais nous, on a toujours fait de la viticulture. Mon père était un passionné de viticulture. Il n'aimait pas le bétail, mais il était passionné en viticulture, ce qui était souvent le cas. Ceux qui étaient passionnés de viticulture négligeaient un peu le bétail, et puis ceux qui aimaient beaucoup le bétail négligeaient un peu la vigne. Ça a été toujours difficile de mener l'ensemble vraiment au top. Est-ce que vous aviez aussi du bétail à un moment? Où ça alors, moi je me rappelle vaguement, mon père aimait beaucoup la vigne, mais pas le bétail. Et puis à la mobilisation, le berger est parti au service militaire. Alors mon père en a profité pour supprimer le bétail. Et depuis, vous n'en avez plus? Non. C'est-à-dire qu'on avait eu, pendant la guerre, on avait une vache pour nourrir la famille, pour fournir le lait pour la famille, mais c'est tout. On va peut-être parler de votre métier, puisqu'on est dans le sujet, donc votre parcours scolaire, professionnel, ça s'est passé comment? Il a été très traditionnel, et comme il était pour tous les fils de paysans à l'époque. On allait à l'école secondaire jusqu'à 15 ans, l'école obligatoire. Après, ils nous envoyaient une année en Suisse allemande pour essayer d'apprendre l'allemand. Et puis après, alors j'ai fait l'école d'agriculture simplement. Alors l'école d'agriculture, c'était 2 hivers. Tout en travaillant sur la ferme? Alors oui, autrement on travaillait sur la ferme. On n'avait même pas des stages dans d'autres fermes. Et là, je me rappelle toujours la leçon que le conseiller d'État de l'époque, à la fin de notre école d'agriculture, donc 2 fois 6 mois, nous avait dit, vous venez de passer 2 hivers au chaud. Si vous avez compris pendant ces 2 hivers que vous savez presque rien, que vous aurez toute votre vie tout à apprendre, mais vous n'aurez pas perdu votre temps dans ces 2 hivers que vous avez passés au chaud. C'était que des fils d'agriculteurs dans ces écoles? Non, il était pas avocat, comme ils sont tous maintenant, mais il était ingénieur agronome. Ouais. Ça, c'était le conseiller d'État. Ouais. Mais dans l'école, vos collègues, c'était tous des fils d'agriculteurs? Pas tous, parce que comme vous avez la plaine qui a des usines, alors on avait aussi à l'école des collègues d'école qui étaient fils d'employés des usines de la plaine, ou quelques-uns qui avaient été travaillés en ville. Donc vous avez commencé à travailler à quel âge? Vous savez, Tout de suite? c'est vite fait, hein, c'est vite dit. À 15 ans, j'ai quitté l'école. J'ai fait une année en Suisse allemande. Puis après 2 hivers de cours agricoles. Puis déjà pendant ces 2 années, on était dans les cours agricoles, mais on travaillait le reste du temps. Puis même comme enfant, ils nous faisaient travailler chez nous, pas beaucoup, mais quand même, on allait quand même, disons, à la vigne pour travailler un peu, des travaux faciles.
Et vous avez vous avez reçu la campagne de votre père Oui. quand vous aviez quel âge? Mon père, il m'a donné, entendons-nous, mais il m'a remis la campagne, j'avais 25 ans. Et lui, il n'était pas très, disons qu'il n'avait pas une santé très forte. Alors, quand je me suis marié à 25 ans, en 1951, il m'a remis tout de suite la campagne. Parce que lui, il était un peu fragile de santé. Alors, il m'a remis la campagne, mais là, il était assez extraordinaire parce qu'il m'a remis la campagne tout de suite. Voilà. Mais il était quand même toujours dans la ferme. Ah ben puis, disons qu'il me donnait quand même des coups de main, mais il m'avait laissé complètement alors, la direction de la ferme, de l'entreprise. C'est un trop grand mot. Bah oui, quand même. Vous aviez combien d'hectares? Ou à l'époque, j'avais 5 hectares de vignes et puis 4 hectares de champs. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais tellement peu de champs que j'ai arrêté la culture des grandes cultures, des champs. Je me suis tourné vers l'arboriculture fruitière parce que ça ne valait pas la peine. C'était trop petit en culture agricole. Alors ça m'a intensifié un peu la production de mon exploitation. Vous avez fait des pommes, des cultures de fruits. Ah ben des pommes surtout. Puis alors on a fait des pêches aussi. Pendant 2 ans, on en a encore un peu de pêche. Et puis maintenant, on va essayer d'autres cultures parce qu'on avait essayé les cerises. Mais comme les cerises ont été attaquées par la mouche Suzuki, que personne ne peut vraiment s'en débarrasser parce qu'elle a une reproduction tellement rapide. Et puis dès que le fruit est un peu juteux, elle le pique. Et puis alors il faudrait traiter jusqu'au moment de la récolte, ce qu'on ne peut pas faire avec des insecticides. Alors il a fallu les arracher, les cerisiers, on les a arrachés. Alors on a planté des pêchers, des poiriers maintenant aussi. Mais on a diversifié dans les cultures fruitières. Donc vous avez commencé l'arboriculture, mais votre fils continue après vous. Alors lui, il a développé la viticulture déjà. Il a pu agrandir un peu. Déjà moi, avec la mécanisation, j'ai agrandi, j'ai replanté des vignes en coteaux que mes parents avaient plus ou moins abandonnés ou qu'on n'avait pas, qui servaient pour le bétail, pour alimenter des parcs pour le bétail dans les moraines de la London. Et puis moi, j'en ai replanté, parce qu'à mesure qu'on a fait des progrès en mécanique, on a pu replanter petit à petit des vignes, agrandir un peu le vignoble au détriment de ces cultures, ces grandes cultures qui n'en étaient plus, qui étaient négligées. Donc vous avez toujours fait du vin, en fait, c'est un peu votre passion. Oui, disons que moi je suis viticulteur. Et puis arboriculteur, maintenant je me suis mis, c'est mon fils qui a développé. Moi j'ai commencé l'arboriculture, mais parce que ça m'intéressait, mais j'ai commencé seulement. C'est mon fils qui l'a mis au point, qui l'a développé. Et puis vous faites quel genre de vin? Oh ben, les vins, on fait un peu tous les vins, disons, pas tous les cépages, mais on fait principalement Chasselas dans les blancs et puis Gamay dans les rouges, mais dans les vins rouges. Mais on a aussi des spécialités, ce qu'on appelle des spécialités, qui sont les chardonnays, on a une série de spécialités aussi. Mais au début, que vous faisiez du vin, c'était différent. Vous faisiez d'autres sortes de vins. Non, disons qu'au point de vue vin, nous on a toujours eu du Riesling Sylvaner, qui est le cépage blanc de la Suisse allemande, typique de Suisse allemande, mais qui se produisait déjà, qu'on produisait déjà à Genève à l'époque. Et puis
Donc on n'a jamais eu uniquement de chasse là. On a toujours eu un peu de spécialité, dont le Sylvaner, oui, le Riesling Sylvaner. Non, mais je pensais que la vente du vin, la production du vin avait beaucoup évolué au cours du siècle en fait. Ah ben disons que j'ai fait partie un peu de la défense professionnelle, et puis après plusieurs tâtonnements, d'encouragement pour améliorer la qualité de nos vins, on est arrivé là où, disons, on aurait dû arriver plus tôt, mais qu'on a eu de la peine à faire comprendre à nos collègues viticulteurs, c'est de limiter la production, alors strictement, c'est-à-dire non pas en encourageant la production de vins plus alcooliques, de faire carrément, comme les Français, des appellations d'origine contrôlée. Là, c'est ça qui nous a fait faire un bond en avant. Ça a été très gênant pour certains qui n'étaient pas tellement d'accord, parce qu'il fallait couper des grappes au début. Après, on s'est arrangé, on a pris des mesures quand on a compris qu'il fallait limiter la production. On a pris des mesures, mais au départ, il fallait enlever des grappes, et ça, il faut reconnaître que nos prédécesseurs, ils ne comprenaient pas. Donc le développement de votre exploitation, il a été plutôt positif. On a, à mon sens, oui, disons, mais l'ensemble, pas que notre exploitation à nous, l'ensemble des viticulteurs genevois ont fait des efforts considérables pour améliorer la qualité. Ça, alors c'est certain. Et puis en arrivant au niveau on a copié les appellations d'origine contrôlée française en fait. On n'a pas inventé quelque chose. Et puis on s'aperçoit maintenant qu'avec la pratique, on est arrivé à trouver un équilibre dans la vigne. On n'a même plus besoin de couper des grappes. On est arrivé à diminuer la production sans avoir recours au coupage des grappes, qui est contre nature, ça j'en conviens. Mais du coup, aussi vous avez mieux vendu votre vin. Oui. Donc, C'est-à-dire que maintenant, la vente des vins, la qualité des vins de Genève n'est plus contestée comme avant, mais on est en contact pratiquement libre avec les vins étrangers, ce qui fait que, comme l'importation est pratiquement libre, alors disons qu'on est obligé d'être raisonnable. Mais si votre père voyait maintenant la ferme, ou votre grand-père, il trouverait beaucoup de changements, j'imagine. ah ben oui. Ben, j'ai pas connu mon grand-père, moi, parce qu'il est décédé très jeune. Il a eu une attaque à 17 ans, et puis il est resté paralysé pendant 6 ans, puis avant de décéder. Alors moi, je l'ai pas connu. Mais mon père, justement, il a dû reprendre, lui, la ferme très rapidement, parce qu'à 17 ans, lui, il a dû reprendre la ferme à 17 ans. Ah, ça devait être difficile. Il aurait dû. Ben, il avait l'idée de faire ingénieur agronome, et puis parce qu'il était, donc, oui, il était très fort intellectuellement. Alors lui, il aurait aimé être ingénieur agronome, mais vu la nécessité, ben, il a repris la campagne par nécessité. Ça devait être difficile à l'époque de mener tout ça, enfin à 17 ans ou même plus, il y avait beaucoup d'employés, ça se passait comment? Voilà. Ben, on avait beaucoup plus petit. Moi, personnellement, c'était tout petit, la campagne était tout petite. J'avais un employé, plus les journaliers
qui venaient pour les effeuilles et les vendanges. Mais autrement, comme personnel fixe, ou fixe, c'était encore des saisonniers qui venaient pour les mois d'été. Mais là, on a eu disons, un changement énorme au point de vue du personnel. Et là, ouais, j'en suis fier. Pourquoi? Parce que on se rapproche. Mon vœu, quand j'ai repris, mon vœu personnel interne, c'était d'arriver à offrir à mes employés des conditions de vie semblables aux ouvriers de la ville. Et on y est arrivé. On y est arrivé, pas moi tout seul, mais on est arrivé, à mon sens, là. Ça fait plaisir. C'était pas le cas avant, c'était difficile pour eux. Comment? Avant, c'était difficile pour les ouvriers. Faut reconnaître que c'est pas une critique vis-à-vis de nos parents, mais disons qu'ils ne pouvaient pas faire mieux. Mais en travaillant bien, avec les conditions, les connaissances qui avaient changé aussi, les conditions économiques avaient changé, on a pu, l'ensemble des employés agricoles maintenant, est très proche des conditions que des employés normaux en ville. Quel est le plus dur dans votre profession, ou bien le plus agréable dans votre métier? Qu'est-ce que vous préférez ou qu'est-ce que vous aimez le moins? Moi, j'aime tous les métiers, disons, mais il y a des métiers qui sont vraiment un métier de patience, que j'ai jamais beaucoup aimé faire. C'est d'enlever les petites feuilles qui poussent à l'aisselle des feuilles principales. Ça, maintenant, on n'y fait plus. Enfin, il y a des machines pour y faire, mais mon fils, il n'y fait même plus. Alors, on a les cisailleuses qui coupent les bois qui poussent en travers, mais parce que couper toutes les filioles, ce qu'on appelle les filioles qui poussent à l'aisselle des feuilles, ça, c'est un travail de patience. Moi, j'ai jamais aimé le faire. Au début, quand vous travailliez, c'était beaucoup à la main, le travail. Oui. Et aussi, il n'y avait pas de machine. On avait les chevaux. Enfin, moi, j'avais un cheval. Et puis, quand les travaux comme le labour des vignes, il nous fallait 2 chevaux. Alors, on prenait le cheval d'un voisin. On collaborait avec les voisins. Alors, parce que là, il fallait 2 chevaux. Puis 2 personnes pour conduire chaque cheval. Alors ça. Mais j'ai un bon souvenir du travail avec le cheval, mais pour l'époque, mais quand on a pu améliorer, disons, ça nous a facilité la vie, et puis ça nous a permis aussi de faciliter la vie de nos employés. Donc c'était une affaire gagnant-gagnant. Les progrès ont été, je pense que, enfin un peu comme dans toutes les conditions actuelles, on a, à part quelques salaires exorbitants qui se passent en ville, mais dans l'employé normal maintenant est payé normalement en vigne chez nous aussi. On a du personnel qui reste, qui peut faire. On a un employé fixe normal, mais il y a 31 ans qu'il est là. Il vient du Portugal. Mais du coup, le métier, il a bien changé avec la mécanisation. Ah ben forcément, c'est plus du tout le même métier. C'est plus du tout le même métier. Vous êtes mécanicien aussi. Pas moi. Disons, oui, je suis mécanicien, je sais encore tourner, serrer un boulon, mais mon fils a fait l'école mécanique. Et la plupart des viticulteurs font aussi, ceux qui reprennent une campagne font aussi l'école mécanique avant.
parce que déjà ça arrêter à 15 ans l'école obligatoire, puis tout de suite se mettre au travail manuel, disons, 4 ans d'école mécanique, ça leur apprend la mécanique, ce qui est un bien, ce qui leur apprend aussi d'ouvrir les fenêtres pour regarder ce qui se passe ailleurs, ce qui est encore à mon sens plus important, mais c'est un bien pour tout le monde. C'est ce qui nous a permis de progresser. Pour revenir au passé, est-ce que vous voulez nous parler un peu de votre enfance ou votre jeunesse à Russin? Vous avez des souvenirs ou comment était la vie à cette époque? Disons, là, les enfants, on était dans le village, il y a le milieu du village où il y avait il y avait des paysans, mais il y avait aussi des employés qui travaillaient dans les usines de la plaine, ou quelques-uns qui travaillaient en ville, qui avaient plus d'instruction. Mais nous, en tant qu'enfants, on ne traversait pas tellement le village. On était plutôt dans ce côté du village, côté route des Molaires. Et puis, alors on était très très amis avec les Girardets qui habitent la ferme à côté, là. Mais ils ne nous laissaient pas tellement aller jusqu'au chemin de la côte. Ils nous ont jamais interdit, mais disons, ils s'arrangeaient pour nous donner un peu du travail à la maison pour pas qu'on ait envie d'y aller. Non pas parce que, mais ils voulaient avoir, en sortant de l'école, ils voulaient avoir un peu l'œil sur nous. Et vous avez beaucoup joué, je pense, au bord de la London. On a appris à nager à la London. Comme là, il y avait la London on n'a pas les grosses crues qu'il y avait avant. Avant, il y avait des crues dans la London qui étaient énormes, où ils la protégeaient un peu avec, l'État protégeait avec des gabions. Maintenant, c'est interdit de le faire, mais il n'y a plus les crues énormes. Mais nous, on allait se baigner à la London. Quand on avait un moment de libre, tu cisailles tant de lignes, et puis après tu vas te baigner. Il fallait d'abord cisailler des lignes pendant la digestion du repas, ça faisait. Puis après ça, ils nous laissaient aller à la London. Mais j'ai appris à nager à la London. Puis je pense aussi qu'il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de... Non. Moins d'habitants peut-être. Oui, il y a moins d'habitants aussi. Mais des voitures, mon père avait une voiture, mais une camionnette, mais juste après la guerre. Puis il y avait 2 ou 3 voitures à Russin, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait pas de problème de parc. Il n'y a pas besoin de faire des parkings souterrains. Du coup, vous vous déplaciez pas tellement, vous n'alliez pas souvent en ville ou... Oh non, disons que on allait en ville en train, évidemment, mais quand on allait chez le dentiste, et puis une ou deux pour s'acheter des habits, mais ça s'arrêtait là. Et en vacances? En vacances, pas tellement. Non, je me rappelle, moi. Mes premières vacances, il m'avait envoyé avec une tante qui était pas mariée, qui était une vieille fille, puis il m'avait envoyé à la Croisette, sur le Salève. C'était la première vacance que j'ai eue, c'est ça, avant la guerre. Et pendant la guerre, la vie était difficile ici? Oh, difficile. Disons, on a eu de la chance pendant la guerre, il faut dire ce qui est. Parce que en tant que paysan, on a de la nourriture. Je ne dis pas qu'on n'avait pas le rationnement, mais ce qu'il y a eu, d'après ce que j'ai entendu dire, la Suisse, c'était beaucoup mieux organisé qu'à la guerre de 14. À la guerre de 14, il y a eu pas mal de marchés noirs qui a été pratiquement éliminé à la guerre 39-45. Alors moi j'ai connu ces années-là où on était, disons que c'était un bien dans le fond, mais à la guerre de 39, de 14,
14-18, là il y a eu des choses, il paraît qu'il y a eu des choses qui étaient justement qui étaient vraiment du marché noir. Vous n'aviez pas de réfugiés non plus qui passaient par la plaine ou par la Les frontière? réfugiés, nous comme on n'est pas une commune limitrophe, on n'a pas eu de réfugiés directement. Dardanie, il y en avait, du reste, il y avait des troupes qui étaient logées à Dardanie en permanence pour repousser ceux qui tentaient de rentrer en Suisse. Mais ça s'est pratiquement stoppé parce que avant, ceux qui étaient pris, les frontaliers qui passaient la frontière, s'ils étaient pris dans les 300-400 mètres, je ne me rappelle pas la distance exacte, les gardes suisses étaient obligés de les renvoyer. Je les oubliais un peu, mais après ils ont mis la limite à 10 km. Alors là, il y en a beaucoup qui ont été contrôlés, mais là, ils étaient obligés de les envoyer à Genève, et puis depuis là, ils en ont renvoyé pas tous, mais ils en ont renvoyé en France. Ils leur ont fait repasser la frontière. Mais ça, moi, je vous dis, ça, vous voyez, c'est des souvenirs d'enfants qu'on entendait raconter. Alors, c'est pas garanti, disons, mais il y a une base de vérité là-dedans, de toute façon. Et pour votre vie après à Russin, vous avez été donc membre du conseil municipal ou vous avez été directement élu maire? Oui, j'ai quand même été un petit peu au conseil municipal, mais c'était le moment où il parlait de centrale nucléaire à Russin. Techniquement, l'emplacement n'était pas mal choisi, pour autant qu'on accepte l'énergie nucléaire. Mais comme tout le monde avait peur de manquer de mazout, donc les gens ils regardaient quand même à deux fois. Mais la Russin était catégoriquement contre. Si j'ai été élu maire, c'est parce que l'ancien maire, qui était le maire, mon prédécesseur, était aussi membre des services industriels. Et puis, c'est les services industriels qui lui avaient dit de choisir. Et puis comme personne ne voulait la mairie, Le village était divisé sur l'idée de l'usine, sur le projet de l'usine. Il y avait quand même une petite guerre dans le village. les gens étaient contre, à part quelques-uns, mais justement les quelques-uns qui causaient pas trop être contre, c'est ceux qui travaillaient aux services industriels. Parce que les services industriels étaient forcément, ne pouvaient pas être logiquement contre. Mais là, ce que j'ai pas compris, alors pas du tout compris, c'est pourquoi tout d'un coup il fallait des centrales nucléaires. Parce que le mazout maintenant, tout le monde, il y en a partout. Alors on peut dire qu'il y a trop de qu'on risquait de manquer de mazout et d'hydrocarbures. Mais maintenant on en trouve tant, il y en a ni peu ni guère. Donc là il y a quelque chose qui me dépasse, il faut dire ce qu'il y a. Il y a le barrage en plus. Le barrage, il avait une raison s'il avait fallu mettre une centrale nucléaire ici dans la région, eh bien le barrage, il avait une raison de sécurité qui pouvait se défendre, c'est qu'il pouvait noyer la centrale, pas comme ils ont fait enfin c'est pas qu'ils ont fait, mais à Suzuki, là où ils se sont laissés déborder, mais parce qu'ils ont mis la centrale à un endroit où ils savaient qu'elle était très dangereux au point de vue inondation. Nous, s'il y avait eu
quelque chose, ça aurait été le barrage, disons le barrage qui aurait sauté de Verbois, mais ça faisait pas c'était encore une inondation qui était maîtrisable, d'après ce qu'ils nous disent. Mais ça n'empêche qu'ils n'ont jamais on nous a toujours dit, même les responsables, parce que moi, quand j'étais maire, j'avais fait des assemblées d'information de la commune, puis j'avais fait venir même les responsables de la sécurité de Berne pour venir nous expliquer. Alors il n'y avait pas de problème, de toute façon, on ne risquait rien du tout parce qu'ils maîtrisaient totalement le problème des dangers. Mais Total maintenant s'aperçoit que les centrales existantes, ils ne savent pas comment les arrêter. Ils peuvent les arrêter s'il n'y a pas de surprise. Ils peuvent les arrêter, mais ils ne savent pas comment les dépolluer. Alors ça c'est grave, mais ils n'ont jamais, ils nous ont jamais dit pourquoi. Parce qu'ils n'ont jamais essayé, ils auraient dû essayer au moins. C'était tellement important, voilà, quand dans un domaine un peu plus simple, mais quand les Russes ont envoyé Gagarin faire le tour de la Terre avec son Spoutnik, Kennedy il a fait quoi? Il a convoqué son équipe, et puis de scientifiques. Il leur a dit en pleine guerre froide, vous êtes fait payer votre figure par les Russes, alors maintenant, envoyez des gens sur la Lune. Puis ils l'ont dit. Mais les scientifiques l'ont dit, mais on peut le pas, on ne sait pas. Ils ont dit, vous avez qu'à apprendre, mais je vous donne l'ordre d'envoyer des gens sur la Lune. Ils ont envoyé une équipe sur la Lune, rien que pour ça. Hein. Parce qu'après, personne n'a cherché à y retourner, ça ne servait à rien du tout. Mais ils ont prouvé qu'ils pouvaient aller sur la Lune, alors qu'ils pouvaient faire mieux que les Russes. Vous vous êtes impliqué, vous, contre Verbois nucléaire? Moi, j'ai surtout voulu, comme on savait qu'on n'avait aucune possibilité, j'ai fait voter la population pour que la population se prononce, qui s'est prononcée, comme c'était parfaitement connu. Puis je leur avais demandé aussi, ils nous disaient on risque absolument rien à Russin parce qu'ils faisaient un contrôle toutes les années de l'ensemble des employés, un contrôle médical de l'ensemble des employés de la centrale qui travaillaient dedans, donc était vraiment, si la centrale dégageait des gaz dangereux, c'était eux qui étaient les premiers touchés. C'était relativement logique ça. Mais je leur ai demandé qu'on ait le contrôle, qu'ils nous garantissent le contrôle garanti par nous-mêmes, qu'on ait la connaissance des contrôles médicaux de tous les employés de la centrale. Ils avaient un peu tiré l'oreille, mais ils nous avaient dit que oui. On avait la lettre écrite comme quoi ils nous garantissaient qu'on aurait le droit. Mais vous savez, après, avec la distance, on est moins... heureusement que ça ne s'est pas fait. Ouais. Non, puis surtout que maintenant, je vois pas pourquoi maintenant, et tout le monde parle de voir. Il fallait économiser l'électricité, on allait manquer d'électricité, puis maintenant tout le monde prône les voitures électriques. Puis personne dit non. Donc il faut croire qu'il n'y en avait pas tellement besoin de ces centrales nucléaires. Du reste, là aussi, les centrales nucléaires, on ne les veut pas. Mais quand ils en ont fermé une à Genève, pas à Genève, en Suisse, que Mme Le Tart a décidé de sortir du nucléaire, puis c'est des belles paroles, ça. Mais elle n'a pas dit comment on allait alimenter en électricité le pays. Ça, ils n'ont pas dit. Et puis sinon, dans votre législature, vous êtes resté 8 ans maire. Oui. Vous avez d'autres souvenirs à nous raconter?
moi j'ai quitté la mairie, j'aurais fait encore 4 ans, probablement. J'ai fait 8 ans, mais j'aurais fait encore 4 ans. Mais j'ai perdu mon fils aîné juste avant la fin de la deuxième législature. Alors j'ai considéré que vis-à-vis de ma femme, il fallait que je sois plus près d'elle, que j'aie moins de dérangements qu'autrement. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas continuer. C'était pour des questions de moralité vis-à-vis de ma femme. Parce que moi, évidemment, j'avais des choses, comme maire, j'avais quand même des choses intéressantes. J'étais en contact avec des milieux autres, des milieux agricoles. J'ai appris beaucoup de choses, là. Mais vis-à-vis de ma femme, j'étais obligé de rester. Alors, je dis, je préfère arrêter que de faire les choses à moitié. Alors voilà pourquoi j'ai arrêté. Et puis dans la vie du village aussi, vous participez à d'autres sociétés, à la fête des vendanges. Oh ben dans un village comme Russe, hein, on est obligé d'être partout. On est peu nombreux, alors on ne peut pas dire qu'on fait bande à part. Mais maintenant beaucoup moins, hein, parce qu'il ne faut pas rêver. Il y a un temps pour tout. Moi j'ai 90 ans, alors À l'époque, vous avez participé. oui. C'est important comme manifestation. Ah ben disons que j'ai eu bien du plaisir à collaborer avec l'ensemble du village, mais après on sortira un peu forcément. Et puis vous n'avez pas adhéré au projet de la CAP, vous êtes resté indépendant par rapport aux autres. C'est-à-dire que là il y a eu, il ne faudrait pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des erreurs de commises au niveau, pas des sociétaires eux-mêmes, mais de certains meneurs. Quand les conditions économiques sont devenues plus difficiles, certains n'ont pas compris, puis ont voulu garder leur niveau de vie qu'ils avaient avant. Or ça, il ne faut pas rêver, c'était pas possible. Mais vous savez, monter une échelle, c'est facile, la redescendre, c'est difficile. À cause de la crise, hein, vous dites? Oui, c'est-à-dire qu'on a fait une année pléthorique en 82 qui a fait chuter les prix et puis ils ne se sont jamais redressés. Puis l'ensemble des conditions économiques ont évolué. Ça a déjà coûté une fortune à ceux pas une fortune à ceux qui géraient, mais ils ont perdu leur position aussi parce tout le monde a dit qu'ils avaient mal géré la crise. Mais ils n'avaient pas mal géré, c'est que l'ensemble des producteurs étaient tellement contents d'avoir fait une année extraordinaire. ils auraient aimé que ça dure. Puis c'était pas possible que ça dure, parce qu'il a fallu, pour écouler les excédents, il a fallu que Berne nous aide. Ça, il ne faut quand même pas y oublier, parce que c'est une vérité. Berne nous a bien aidés pour amortir le choc, mais on a vécu des années faciles, puis on a créé une génération d'enfants gâtés. Donc la génération de vos enfants, vous dites? Non, la nôtre. La vôtre? La nôtre. Nos enfants, on leur a laissé des cadeaux plutôt empoisonnés comme genre. Mais nous, avant, on n'a pas pris les mesures qu'on aurait dû prendre assez tôt. Puis moi aussi, d'ailleurs. J'étais pas forcé, pas directement contre eux, je freinais moi. Mais disons que les conditions avaient changé. Et puis les sociétaires, quand on est dans une société, ou même une coopérative où tout le monde théoriquement a le droit de vote, mais ça n'empêche que quand vous êtes, une fois moi j'étais dans la salle à une réunion, j'étais aussi au comité
de la fédération de l'Union, de l'ancienne coopérative. Puis le président m'avait dit, parce que je lui ai dit qu'il fallait, j'étais pour être plus sévère. Puis il m'a dit, ouais, mais toi tu comprends, t'es assis au premier rang, comme j'étais au comité, t'es assis à l'Assemblée Générale, t'es assis au premier rang. Puis t'as tous les autres dans ton dos, moi je les ai en face de moi. Puis si je dois leur annoncer, si on gèle, puis que je dois leur annoncer après un gel qu'on n'a pas les moyens de remonter les prix, eh ben, toi tu les auras, toi tu les auras dans le dos, mais ça. Non, ben, vous voyez, dans les bâtiments par exemple, on a beaucoup modifié de choses, mais pas les extérieurs directement. Comme ce bâtiment-là, là, il est celui qui est ici, là, qui a les deux fenêtres en bas derrière vous, les deux fenêtres, puis la voiture, là, avec le haut, c'était là qu'on, quand il pleuvait, que les employés étaient dedans, c'est là qu'ils faisaient du bois. Ils coupaient du bois, puis en haut à l'étage, on mettait les sarments, le bois à brûler. Quand on allait chercher le bois là pour mettre dans la chaudière. Est-ce que vous vous chauffiez au bois? Ouais, ben oui. Enfin, on aidait quand même un peu au charbon, mais disons, on brûlait beaucoup de bois. Vous preniez le bois auto? Ben, on avait des bois alors. Chaque année, on faisait du bois qu'on mettait là, on l'alignait là comme ça, pour les bois qui étaient des petits bois, qui étaient comme ça 10 cm de diamètre. C'était plus facile. On les laissait pas s'agrandir. C'était tout faux d'après les forestiers scientifiques. Mais nous, comme on avait assez de bois, peut-être bien que ça nous faisait produire moins de bois, mais comme on n'avait pas les moyens pour les abattre comme ils ont maintenant, c'était plus facile à manier des bois de 10-15 cm de diamètre maximum que des bois énormes. Alors on avait ces bois qu'on mettait là uniquement pour chauffer. Le confort, c'était pas tout à fait comme maintenant. Il n'y avait pas besoin de tourner un bouton. Puis de temps en temps, on allait regarder si le niveau du mazout baissait dans la citerne. Vous aviez des salles de bain à l'époque dans la maison comme ça? Nous, on avait déjà une salle de bain. Mes parents avaient fait une salle de bain. Mais probablement aussi, parce qu'on était peut-être dans les premiers qu'on a, sûrement pas les premiers, mais probablement ils avaient été, s'ils avaient fait une salle de bain, c'est à cause de mon grand-père qui était paralysé, pour faciliter son entretien, probablement. Ouais, parce qu'à l'époque, tout le monde restait, les personnes âgées restaient, il n'y avait pas de MS. Ah ben non. Là, c'est ce que je vous disais, c'est les filles qui n'étaient pas mariées, qui n'avaient pas trouvé de mari, qui faisaient les MS. Les MS particuliers. Mais quel changement important, enfin pour vous, un point important, un grand changement dans votre vie, qu'est-ce qui a été bouleversé dans l'histoire, dans l'évolution? Ben, l'histoire de la profession. L'histoire de la profession, c'est la mécanisation. C'est pas très original, vous me direz, parce que c'est un problème général. Parce que s'il y a autant de voitures qu'engorgent toute la ville, c'est bien un peu la faute des voitures et de ceux qui les utilisent. Entendons-nous bien. C'est pas la voiture par elle-même. Alors, ça. Mais c'est un virage qu'on ne peut pas contourner. Ouais, c'est vrai que vous avez vécu quasiment tout le XXe siècle. Ça fait quand même
Pas tout à fait Pas tout le tout à fait. 20e siècle. Non. Oui, je suis un peu mordu le 21e. Ouais. Une grande vie, Mais, beaucoup d'évolution. ben oui, j'ai connu toute l'évolution depuis mes parents, mais mes parents considéraient déjà qu'ils avaient connu une évolution qui était énorme à l'époque. Oui, Paris. Simplement l'histoire de Paris. Et les grands boulevards de Paris. Nous, on s'arrache les cheveux parce qu'on ne sait plus comment circuler en ville. Mais le baron Haussmann, il a fait quoi? Il a fait les grands boulevards là-bas, là, avec l'artillerie. Il était sûr d'aller droit. Hein. Il était sûr d'aller droit. Mais les grands boulevards de Paris, ils n'ont pas demandé aux habitants qui étaient dedans si ils étaient d'accord qu'on leur détruise leur maison. C'est clair. Mais à Russin, ça change pas tellement finalement. Non, il n'y a pas eu de bouleversement à Russin. Maintenant, il y a justement, c'est une évolution qui a été, je dis plus ou moins parce que j'approuve pas tout, mais disons, vu mon âge, je s'excuse, mais disons, il n'y a pas eu une grosse évolution à Russin, on n'a pas eu des quartiers. Maintenant, bon, ben, on a un peu entre la place du Moulin, la place et puis la route des Moulins, il y a eu ces constructions nouvelles, ça qui a changé l'allure du village. Et puis maintenant bon, justement, il faut, la commune actuellement cherche à intéresser les nouveaux venus. C'est louable, mais c'est pas facile. Chacun a son travail en ville, c'est pas facile. Moi, comme je vais à peu près tous les 2 jours au magasin, pendant qu'il existait encore, mais puis il me voit passer avec ma canne. Comme je ne sais pas y aller, c'est pas par vertu que j'y vais pas en voiture, c'est parce qu'on ne sait pas où la garer. Alors, mais comme ça me dit tous bonjour, puis moi je leur dis bonjour, mais c'est pas vraiment une... mais disons qu'on sent que le nombre de paysans a baissé, il risque de baisser encore, mais le nombre de citadins a augmenté. Est-ce qu'il augmentera comme c'est des gens qui sont plutôt venus... ouais, je ne sais pas s'il y en a beaucoup contre la famille, mais je connais mal. Je ne vais pas dire que je connais mal, mais disons qu'on a une certaine évolution. Bon, le conseil municipal, disons a bien changé depuis mon temps, mais je le comprends, puis c'était obligé qu'il change, c'était obligé. Mais on pourrait pas, moi je pourrais pas être maire maintenant avec le nouveau conseil municipal. Je suis trop vieux. Pas une question d'âge, mais question de sentiment. Avant, il y avait beaucoup de paysans au conseil municipal. Ben, si vous entendez les anciens de Russin, quand j'étais jeune sapeur-pompier, donc autour de 20 ans, ben, ils disaient c'est les pompiers qui font le conseil municipal. Parce que je me rappelle, il y avait deux non-pompiers. C'était dans un sens un peu logique, parce qu'on risquait plus d'incendies avec les fermes, le foin qui fermentait dans les fermes, ou comme il y avait de la paille un peu partout, on risquait plus d'incendies dans les fermes que dans les peu de locatifs qu'il y avait. Donc c'était un peu logique que les paysans, c'était pour défendre leurs biens qui collaboraient.
Je me rappelle une fois qu'on avait dû éteindre, pas éteindre, mais il y avait ils avaient rentré du foin chez un paysan un peu trop humide. Puis il avait chauffé, et il chauffait quoi, il aurait pu brûler. Alors il nous avait tous appelés pour sortir le foin, mais sortir du foin, qui est une matte de foin, donc une grosse quantité de foin, il fallait toute la tirer, ça s'était bien serré, il fallait tout y tirer pour y sortir. Il y en a un qui disait aux autres, tu sauras bien, tu te rappelleras bien que la sueur d'un paysan, ça se coûte très cher. Parce qu'on les disait en souriant, quoi, mais il l'avait averti que, ouais, que la sueur de paysan, ça coûtait cher. À l'époque, il y avait quand même beaucoup d'entraide entre vous. Oui, ben, c'est obligé. C'est obligé maintenant. Là, c'est un peu, si on veut faire un retour en arrière, le fait de plus être, disons, d'être plus indépendant, ben ça tue l'entraide. C'est de la logique, ça. Ça c'est, quand on y regarde un peu sans parler du bien, du mal, de ceci ou de cela, mais c'est un peu logique, ça. Mais là, vous vous entraidez encore, vous pouvez vous prêter Oui. des machines. Non, ça, on a, disons que, non, l'ambiance à Russin n'est pas mauvaise entre paysans. C'est plus la même chose, mais disons que il y a quand même un sentiment d'entraide. Et puis alors vous avez des successeurs, hein. Ça c'est une bonne chose d'avoir un fils et un petit-fils qui restent. Mais ça fait plaisir. Ça, alors, je cache pas que ça fait plaisir. Surtout de voir qu'ils y vont vraiment, alors, ils y mettent tout leur cœur. Il y en a qui se découragent un peu, mais eux non. Même l'année passée qu'on a eu un gel assez considérable, même très sévère, ben, ils ne se sont jamais découragés. Vous travaillez trois générations. 2,5. Avec la dernière demi, elle est de plus en plus symbolique. Ah bah il y a le savoir. Ben, j'ai bien été encore taillé. Cisailler un peu la vigne, la vigne qui est contre le mur, là, derrière, après qu'on voit là derrière. Parce que contre le mur, ben là, on ne peut pas y aller. On peut pas y aller avec l'enjambeur. Ben, il faut le faire à la main, là, juste la ligne là derrière. Hein. Mais c'est moi qui ai fait. Ouais. Bah, ça fait combien de générations hein, depuis l'arrivée des premiers débaillés? Oh, ouais, ça fait 22, ça fait... Vous avez l'arbre généalogique dans le caveau. Ouais. Ça c'est une grande famille sur Ben, ça, Russin. c'est mon fils qui est décédé, qui apprenait, disons, il était pratiquement au bout de pour faire son brevet d'avocat. Il était dans le stage final, il avait fini, les études étaient toutes faites. Puis lui, ça le passionnait un peu. Puis il a commencé à faire cet arbre généalogique avec son professeur de l'université qui était professeur Bins, qui était aussi Archiviste. Bins, il était archiviste cantonal. Alors il avait commencé à l'aider, puis c'était resté, bon, il est décédé subitement. Puis ces papiers sont restés. Puis moi, pas tout de suite, mais après, je me suis dit, c'est quand même, on ne peut pas laisser ça comme ça, inachevé. Disons,
il faut, pour honorer sa mémoire, il faut absolument que j'y mette au point, que j'y mette en ordre. Ça. Alors j'ai repris tous ces papiers, je les ai tout contrôlés, tout ajusté. Puis je suis arrivé à tout contrôler. Puis c'est sur cette base que j'ai fait l'arbre généalogique. Mais on s'appelait Baillet, puis après on s'est appelé Desbaillets. Mais au début on était Baillet. Mais ça peut s'expliquer. Ça veut dire quoi, Baillet? Baillet, c'était le village des Baillets, parce que c'est là-bas qu'on était au départ. Et puis quand on est venu à Russin, justement, il y avait beaucoup de Baillets un peu partout. Et puis quand on est venu à Russin, c'est un qui habitait les Baillets, puis qui avait acheté des terres à Russin, et puis qui est venu après habiter à Russin. Il a commencé par acheter des terres, puis après il a fait sa première construction, c'était le caveau que Michel utilise maintenant. C'est la première construction qu'un Desbaillets a fait à Russin. Et là, c'était en quelle année? En 1719. Le caveau de Michel, c'est marqué sur le dessus, comme il marque un peu partout. La maison là de 1842, puis le caveau est de 1719. C'est la première maison qu'ils ont faite à Russin. Ben, ça va faire 300 ans, là, Ouais. l'année prochaine. Faut fêter ça. Ah, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'est comme ça, les années y passent. On va Alors, s'arrêter, je crois. Voilà. On va aller boire un verre maintenant. Merci beaucoup pour votre patience. Ah ben, ça fait plaisir de travailler des fois dans les choses du passé.